Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aborder les systèmes du deuxième ordre, les systèmes fondamentaux du deuxième ordre. Ces systèmes-là, ils sont nommés dits de deuxième ordre parce qu'ils vérifient une équation de second ordre, donc qui présente une dérivée seconde de la sortie en fonction de l'entrée. Ils s'écrivent sous la forme canonique. Donc si on fait la transformée de la place, donc vers le domaine de la place, la sortie sur l'entrée, ça va devenir K, la constante qui est multipliée par l'entrée, qu'on appelle aussi gain statique, divisé par. Donc ce terme-là, il provient de la dérivée seconde, 1 sur oméga 0 au carré, fois P au carré pour la dérivée seconde, P ici pour la dérivée première, fois 2xi sur oméga 0, et 1 qui était multiplié par S. Xi, ça s'appelle le coefficient d'amortissement. On va voir plus tard pourquoi il s'appelle ainsi. Oméga 0, ça s'appelle la pulsation propre du système. Donc, on peut modéliser un système de deuxième ordre comme étant la sortie est égale à la fonction de transfert fois l'entrée. Le coefficient d'amortissement Xi peut parfois noter certains concours M ou Z. Un système qui est régi par ce genre d'équation, système d'amortisseur, un ressort. Donc, avec une masse M. Donc, si on prend cette masse-là, il va se déplacer un abscisse. Donc, Y, le point dans lequel se trouve M, on va le noter Y de T. Le point initial, Y0, on va le prendre égal à 0. Donc, si on applique le principe fondamental de la dynamique sur le solide de masse M, on va trouver que c'est M fois dérivée seconde de Y par rapport au temps, plus égal plutôt les actions extérieures appliquées sur M. On a cette action-là appliquée par l'amortisseur, cette action-là appliquée par le ressort. D'accord? Et ce système, afin qu'il puisse faire des vibrations et des oscillations, il doit y avoir une entrée ou une fonction f qui s'applique sur ce système-là. On va la noter f de t. Donc, la dérivée seconde de y, qui est donc m fois l'accélération, est égale à moins mu, coefficient de frottement, visqueux pour cet amortisseur-là, fois la vitesse, qui est la dérivée de y. L'action du ressort, c'est moins K, une constante de raideur K, multiplié fois Y moins Y0. On va prendre Y0 égale à 0. Plus la fonction f de t qui s'applique sur le système. Donc, d'après ça, on peut écrire que m fois la dérivée seconde de y plus mu fois la dérivée première plus k fois y, tout ça égale à f fois t. Si on souhaite l'écrire sous la forme canonique, donc on va diviser par k. Ainsi, on peut obtenir les paramètres de cette fonction ou ce système de deuxième ordre. Donc, le gain statique, ça va être cette constante-là qui est multipliée f, c'est 1 sur k. Pour 1 sur oméga 0 au carré, ça va être m sur k, ce qui implique que oméga 0, ça va être, donc oméga 0 au carré, c'est k sur m, donc oméga 0, c'est la racine de k sur m. Et le terme en euxie, ça va être ce terme-là.
donc de xi sur oméga 0, qui est égal à mu sur k, d'où xi, ça va être mu sur k sur 2k fois oméga 0, ce qui implique que xi, ça va être égal, donc mu sur 2 la racine de k, et en haut, ça va être donc la racine de m. Donc, ce sont les éléments caractéristiques de cette fonction pour ce système d'amortisseur au ressort. Donc, on va essayer de voir maintenant donc, la réaction ou la réponse du système lorsqu'il est soumis à une réponse indicielle, une constante. On va prendre cette réponse dans ce cas égale à 1, quel que soit t, supérieur à 0. Donc, et si on souhaite davantage connaître une réponse E0, il suffit de multiplier la réponse fois O0. Donc, la transformée de la place de cette fonction-là, de cette entrée-là, ça va être 1 sur P. D'où, à partir de ça, S de P, ça va être 1 sur P fois H de P. Donc, S de P, il peut s'écrire comme étant entrée 1 sur P multiplié fois K sur P au carré sur oméga 0 au carré plus 2 xi fois P sur oméga 0 plus 1 qui est égal à K sur P facteur de P au carré plus 2 xi oméga 0 fois P plus oméga 0 au carré. Et on va multiplier ici par oméga 0 au carré. Donc, on va chercher s'il existe des racines pour cette fonction, ce polynôme de deuxième ordre, qui s'appelle donc l'équation caractéristique du dénominateur. Donc, pour cela, on va calculer le delta. Delta, ça va être égal à 2 xi oméga 0 au carré moins 4 multiplié fois 1 fois oméga 0 au carré. Donc, ça va donner 4 fois oméga 0 au carré, facteur de xi au carré moins 1. Donc, on va déterminer les solutions, les pôles selon la valeur de xi. Si xi est supérieur à 1, le premier cas. Donc, delta, ça va être positif. Pardon. Donc, il existe P1 et P2 de réels tels que, donc P1, ça va être donc moins 2 xi oméga 0 moins la racine de delta qui est 2 oméga 0 fois la racine de xi au carré moins 1, le tout divisé par 2. Donc, ça va simplifier davantage cette expression-là. Donc, ça va être égal à oméga 0 facteur de moins xi moins la racine de xi au carré moins 1. Et P2, ça va être la même chose, oméga 0 facteur de moins xi plus la racine de xi au carré moins 1. On va écrire maintenant, donc,
S de P, il peut s'écrire comme étant K sur P facteur de P moins P1 facteur de P moins P2. C'est Paul qu'on vient de trouver. Donc, il peut se décomposer comme étant alpha sur P plus bêta sur P moins P1 plus gamma sur P moins P2. On va déterminer alpha, bêta et gamma. Donc, alpha, il peut être déterminé comme étant la limite lorsque P tend vers 0 de P fois S de P. Donc, si on multiplie par P, ici de ce côté-là, et on remplace par 0, ça va laisser K sur P1 fois, donc K sur P1 fois P2. De l'autre côté, si on multiplie par P, et on fait tendre P vers 0, ça va laisser juste alpha. P1 fois P2, d'après l'équation, d'après la fonction de transfert ici, P1 fois P2, si on identifie à ces termes-là, ça va donner le terme oméga 0 au carré. Ça va donner K sur oméga 0 au carré. Pardon, j'ai ici oméga 0 au carré. Donc, ça va donner K. Donc, alpha est égal à K. Bêta, c'est la limite lorsque P tend vers P1 de P moins P1 multiplié fois S de P. Si on multiplie fois P moins P1, ça va simplifier cette expression ici. De l'autre côté, ça va laisser juste le terme en bêta. Donc, si on simplifie l'expression, ça va donner K oméga 0 au carré sur P1 facteur de P1 moins P2. De même pour bêta, pour gamma. Gamma, ça va être K oméga 0 au carré sur P2 facteur de P2 moins P1. Donc, on a déterminé tous les termes nécessaires à l'écriture de S de P. Ainsi, S de P, ça va être K facteur de 1 sur P plus, donc K déjà factorisé, ça va laisser oméga 0, facteur oméga 0 au carré, facteur donc de 1 sur P1 moins P2 fois. Donc le premier, ça va être 1 sur P1 multiplié fois P moins P1. Le deuxième terme, ça va être moins sur P2, facteur de P moins P2. Donc tout ça, il peut s'écrire comme étant K sur P plus oméga 0 au carré sur P1 moins P2. Donc P1 moins P2, si on revient ici, ça va être quoi? Donc ce terme-là, P1 moins P2, ça va être égal à quoi? Donc moins xi, moins xi, ça va donner 0. Ce terme-là avec ce terme-là avec moins, donc ça va donner 2 fois oméga 0 racine de xi. Donc 2 oméga 0 racine de xi au carré moins 1 avec un signe moins.
Donc, tout ça, ça va être multiplié fois 1 sur P1 fois 1 sur P moins P1. On peut donc factoriser ici par P1 fois P2 facteur. On va le laisser comme ça. On peut factoriser davantage par P1 fois P2. Si on factorise par P1 fois P2, donc P1 fois P2, multiplié fois P2 sur P moins P1, moins P1 sur P moins P2. Ce terme-là, P1 moins P2, P1 fois P2, on a dit que c'est oméga 0 au carré. Donc, on peut simplifier avec celle-là. D'après ça, si on fait la transformée inverse vers le domaine temporel, ça va donner K multiplié fois celle-là, ça va donner 1. Le deuxième terme, ça va donner moins 1 sur 2 oméga 0 racine de xi au carré moins 1. Le taux multiplié fois la constante P2 fois l'exponentielle de moins le taux de P1 fois T moins P1 fois l'exponentielle de P2 fois T, le taux multiplié fois U de T. Si on trace cette fonction-là, ça va être semblable à un système de premier ordre. Mais comment on a déterminé ces valeurs-là? Donc, on avait besoin de déterminer, donc pour tout le système du système en bord, la limite lorsque t tend vers l'infini de S de t, si on utilise le théorème de la valeur finale de la place, c'est la limite lorsque p tend vers 0 de p S de p. Donc, si on prend la fonction de S de P, on la multiplie fois P et on fait tendre P vers 0. Ça va laisser quoi? Donc, si on prend cette fonction-là, multipliée par P et on fait tendre vers P vers 0, ça va laisser juste K sur 1. Donc, qui est K. Pour la limite, lorsque t tend vers 0 plus de st, la valeur de t à 0. Après le théorème de la valeur initiale, c'est on va tendre p vers plus l'infini de p s de p. Si on fait ça, on multiplie fois p et on fait tendre p vers l'infini. Ça va laisser juste ce terme-là au dénominateur. Donc, toute la fonction, il va tendre vers 0.
La troisième des choses, c'est la dérivée. La dérivée à l'origine. Donc, on doit connaître la pente à l'origine pour le système de deuxième ordre. Donc, S' de t lorsque t tend vers 0. Donc, c'est la limite de S' de p lorsque p tend vers l'infini. Donc, c'est la limite lorsque p tend vers l'infini de p fois p, S de p, qui est la dérivée de S de p. Donc, cette fonction-là, on va la multiplier fois p au carré. On va tendre celle-là vers l'infini. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça va laisser quoi? K fois P sur P au carré. Donc, ce qui va tendre vers 0. Donc, fin système deuxième ordre, la pente à l'origine est toujours nulle. Ce que vous pouvez constater ici. Donc, la pente à l'origine, elle est nulle. La valeur finale, il va tendre vers K. Donc, cette première expression-là, lorsque delta est positif, c'est la somme des exponentielles. Donc, ça va être une forme comme ça. Le, le deuxième cas, si xi égale à 1, ce qui implique que delta égale à 0. Donc, il existe un pôle double tel que P1 est égal à oméga 0. Donc, si on remplace ici delta, si xi est égal à 1, donc ça va laisser juste oméga 0 multiplié par moins 1. Donc, c'est moins oméga 0. Ainsi, S de P, il va s'écrire comme étant K fois oméga 0 au carré sur P facteur de P moins le pôle, donc plus oméga 0, le tout au carré. Il peut être décomposé comme étant alpha sur P plus bêta sur P plus oméga 0 plus gamma sur P plus oméga 0, le tout au carré. On va essayer de faire la même chose. Alpha, c'est la limite lorsque P tend vers 0 de P S de P. Ça va être égal à K, comme tout à l'heure. Pour bêta, pour la déterminer, donc pour déterminer tout d'abord gamma, ça va être la limite lorsque P tend vers moins oméga 0 de P plus oméga 0 multiplié fois S de P. C'est là au carré. Donc ça va donner K oméga 0 au carré sur oméga 0 au carré. Donc qui est égal à K. Il nous reste le dernier terme qui est bêta. Pour le déterminer, on va utiliser la limite lorsque P tend vers l'infini de P S de P. Si on fait ça, lorsqu'on va tendre P vers l'infini de P S de P, donc ce terme-là, il va tendre vers alpha, ce terme-là, il va tendre vers bêta, et ce dernier terme-là, il va tendre vers 0, puisqu'on a le carré. De l'autre côté,
Si on multiplie par P et on fait tendre ce polynôme, cette fraction vers l'infini, ça va donner un zéro. Donc, ça va être égal à alpha plus bêta qui est égal à 0. D'où bêta est égal à moins alpha. D'après ça, S de P, il peut s'écrire comme étant K facteur de 1 sur P moins, qui provient du bêta, 1 sur P plus oméga 0, plus le dernier terme qui est gamma, donc qui est K multiplié sur P plus oméga 0, le tout au carré. Donc, si on fait la transformée inverse, S de T, ça va donner K facteur 1 sur P, ça va devenir 1, moins 1 sur P plus oméga, ça va devenir, pardon, c'est comme un système du premier ordre. Donc, si on revient les transformés usuels de la place, 1 sur P plus A, pardon, c'est l'exponentielle de moins A. Donc, c'est l'exponentielle de moins oméga 0 fois T, plus celle-là au carré. Donc, ça va être celle-là au carré. Ça va donner T à l'exponentielle de moins oméga. Donc, c'est T fois l'exponentielle de moins oméga 0 T. Le tout multiplié fois U de T. On peut la simplifier davantage. Ça va être K facteur de 1 moins l'exponentielle de moins oméga 0 fois T. Le tout multiplié fois 1 moins T fois U de T. Donc, cette expression finale-là, donc 1 et T ne sont pas homogènes, donc on a manqué un terme oméga 0 quelque part. Donc, lorsqu'on avait déterminé gamma, c'est la limite de P plus oméga 0 au carré, on a remplacé par oméga 0 et non pas par oméga 0 au carré avec le terme au dénominateur. Donc, ce qui dit que ici, on a juste oméga 0, donc ça va laisser oméga 0 ici. Donc, il manque ici un oméga 0 qui va se multiplier ici. Donc, T va être multiplié par oméga 0. Donc, oméga 0, l'unité d'IA, c'est radian par seconde. Et le T, c'est le seconde. Radian, ce n'est pas une dimension. Et le 1, donc, il est sans dimension, ce qui est homogène. Cette fonction-là, si on la trace, donc on a toujours les mêmes choses. Si on calcule la limite à l'infini, ça serait K. Pour que ce soit en utilisant la fonction, la transformée de la place ou cette fonction-là. Si on calcule la limite lorsque t tend vers 0 plus, ça serait 0. La limite lorsque t tend vers 0 plus de S' de t, ça va être 0. Donc, on a une fonction avec une tangente à l'origine nulle. La valeur à l'infini, c'est k. La fonction, il va être semblable à celle du premier ordre, mais il est plus rapide que l'autre. Donc, on a juste la somme de
la fonction exponentielle qui est multipliée fois t. Donc, ça va être plus rapide que la précédente. Vous pouvez le voir, le tracé réel. Donc, lorsque xi il est supérieur à 1, et lorsque xi est égal à 1, cette courbe-là en bleu, la fonction elle est plus rapide que les précédentes. On va prendre le dernier cas. C'est lorsque xi elle est inférieure à 1. Donc, delta elle est inférieure à 0. Donc, il existe deux pôles P1, P2 qui appartiennent maintenant à C. Donc, ce ne sont pas des pôles réels. Donc, notre fonction ou équation caractéristique ne peut pas être décomposée en R. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? S de P, donc qui est égal à K sur P, facteur de P au carré plus 2 xi oméga 0 fois P plus oméga 0 au carré, et on multiplie ici oméga 0 au carré. Donc, il va être décomposable. On va la décomposer maintenant d'une autre façon. Donc, ça va être égal à alpha sur P plus bêta P plus gamma, le tout sur le P au carré plus 2 xi oméga 0 P plus oméga 0 au carré. Alpha, on va refaire le même calcul, ça va donner K. Donc, c'est la limite lorsque P tend vers 0 de PS de P. Ça va nous donner un K. Pour bêta, pour la déterminer, on va faire tendre ou calculer la limite lorsque P tend vers plus l'infini de P S de P. Si on multiplie fois P, de ce côté-là, ça va laisser donc bêta fois P sur P au carré. De l'autre côté, si on multiplie fois P et on fait tendre vers l'infini, ça va laisser juste K oméga 0 sur P au carré. Donc, ça va donner un 0. D'après ça, alpha plus bêta, ça va être égal à 0, ce qui implique que bêta est égal à moins alpha. Est égal à moins K. Le dernier terme qui est gamma, on va, pour le calculer, S de P moins alpha sur P. Donc, qui est égal à K oméga 0 au carré. Donc, sur P, facteur de P au carré plus 2 xi oméga 0 P plus oméga 0 au carré. Donc, moins alpha, alpha qui est égal à K. Donc, ça va être K facteur de oméga 0, facteur de 1 moins quoi? K, il va se multiplier fois le dénominateur qui est ça va être facteur de oméga 0 moins P au carré plus 2 xi oméga 0 fois P plus oméga 0 au carré. Ça va être le même dénominateur. Le numérateur, ça va simplifier oméga 0. Ça va laisser quoi? K fois P, facteur de P, avec un signe moins, de P plus 2 xi oméga 0. On va simplifier avec le P. Ça va laisser cette fonction-là. On va
l'identifier à celle demandée. Donc, ça permet de déterminer directement le bêta et le gamma. Donc, bêta qui ici est égal à 1 fois k, fois moins k plutôt. Et ce terme-là, ça va être gamma. Donc, gamma, il est égal directement à moins k fois 2 xi oméga 0. Donc, S de P, ça va être égal à K facteur de 1 sur P moins K facteur, donc on a simplement factorisé par K, ça va laisser le P au carré plus 2 xi oméga 0 P plus oméga 0 au carré au, ça va être multiplié fois P plus 2 xi oméga 0. Donc, ce terme-là, ce premier terme-là, on connaît la transformée inverse, mais pour ce terme-là, on ne la connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va écrire S de P sous la forme de termes qui sont connus. Par exemple, 1 sur P. Donc, P au carré plus A au carré, comme ça. P sur P au carré plus A au carré, ou A au carré plus sur P au carré plus A au carré, quelque chose comme ça. Donc, ce sont des fonctions sinus et cosinus. Donc, pour faire ça, donc, on va scinder, séparer les termes. Ça va laisser le P d'un côté. Donc, P plus xi oméga 0 plus xi oméga 0. Ce premier terme, on va essayer de l'afficher au dénominateur. Ça va être notre P', donc P plus xi oméga 0 au carré, plus, ça va laisser quoi? D'après ce binomial-là, ça va laisser le oméga 0 au carré, facteur de 1 moins le terme qu'on a ajouté, qui est xi oméga 0 au carré. Donc, ça va laisser un xi au carré. D'accord? S de P, maintenant, on peut l'écrire comme étant 1 sur P moins le premier terme, ce terme-là, ça va nous donner donc P plus xi oméga 0 sur P plus xi oméga 0 au carré plus oméga 0 au carré fois 1 moins xi au carré, plus le deuxième terme, ça va être P plus xi oméga 0 au carré plus oméga 0 au carré, facteur de 1 moins xi au carré. Ici, au dénominateur, on doit afficher maintenant ce terme-là, puisqu'on n'a pas de P à partir de xi oméga 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce terme-là, on va l'appeler oméga P au carré. Donc, ça va être multiplié xi fois oméga 0 et on va la multiplier fois 1 moins xi au carré. Donc, ce terme-là, c'est oméga P. Donc, on a multiplié fois racine de 1 moins xi. On va diviser par la racine de 1 moins xi au carré. D'après ça, si on fait la transformée inverse vers le domaine temporel, ça va donner K facteur. Donc, de 1 moins. Ce premier terme-là, d'après les transformées usuelles, donc
Le premier terme qui contient le P, ça va être quelque chose comme ça. Donc, cosinus multiplié fois l'exponentielle de moins A de T. Le deuxième terme, qui est le terme comme ça va être l'exponentielle de quelque chose multiplié fois sinus de oméga fois T. Donc, ça va être, ce terme-là, ça va nous donner l'exponentielle de moins xi oméga 0 fois T multiplié fois le cosinus de cet oméga-là. Donc, c'est cosinus oméga P fois T. Plus le deuxième terme, c'est xi sur racine de 1 moins xi au carré, c'est une constante, multiplié fois, donc maintenant on a oméga p sur oméga p au carré fois ce terme-là. Donc la même chose, c'est l'exponentielle de ce terme-là. Donc on va factoriser par ce terme. Pour ce terme-là, ça va laisser le sinus de oméga p fois t. Tout ça, ça serait multiplié fois u de t. Donc, cette fonction, il peut s'écrire sous cette forme. Vous allez trouver dans d'autres ouvrages que S de t, il peut s'écrire aussi comme étant k facteur de 1 moins l'exponentielle de moins xi oméga 0 fois t. Donc, ce terme-là, il peut devenir sinus de oméga p fois t plus un phi. Tout ça multiplié fois u de t. Avec phi est égal à l'arc tangente de moins racine de 1 moins xi au carré sur xi. D'accord? Vous avez donc le soin de faire la démonstration. Donc de A cosinus x plus B sinus x est égal à la racine de A au carré plus B au carré fois sinus de x plus phi, avec phi est égal à moins B, plutôt à l'arc tangente de moins B de moins B sur A. Vous pouvez démontrer ça. En tout cas, la fonction obtenue, cette fonction-là, ou celle-là, on peut la tracer. On a les mêmes caractéristiques de tout à l'heure. La valeur à l'infini est égale à k. La pente à l'origine, elle est nulle. La valeur à l'origine, c'est 0. Et la fonction, c'est la somme d'une exponentielle avec des sinus. Si j'étais juste des sinus, ça va être une fonction sinusoïdale, mais le fait d'avoir une exponentielle, ça va amortir le signal jusqu'à arriver à une valeur constante qui est k. D'accord? Les caractéristiques de ce signal, donc oméga p qui provient du sinus ici, il peut être déterminé à partir de la courbe en utilisant donc la période Tp. Quelle est la relation entre oméga p et Tp? Donc oméga p directement Tp est égal à 2pi sur oméga p avec oméga p qu'on avait démontré tout à l'heure qui est oméga 0 fois racine de 1 moins xi au carré. Donc, c'est la première caractéristique. La valeur à l'infini, on peut la déterminer de la courbe, c'est la limite, c'est la valeur autour duquel il oscille le signal. Sinon, l'autre caractéristique qu'on peut déterminer, c'est que si on va utiliser quoi? On va utiliser la valeur au premier dépassement. Au premier dépassement, on appelle ça le premier dépassement, D1, il va dépasser le signal par la valeur
si on remplace ici la fonction, donc le premier dépassement, c'est une valeur maximale pour laquelle ce terme-là, il va être égal à 1. D'accord? Ce terme-là, ça va laisser, plutôt, ce terme-là, il va être égal à moins 1, multiplié fois l'exponentielle de quoi? Donc, la valeur au premier dépassement de S de T, donc S de T1, ça va être K facteur de 1 plus l'exponentielle de moins xi oméga 0 fois T1. Le sinus, ça va être égal à moins 1 qui nous a donné ce plus-là. T1, ça va être égal, comme vous voyez ici, ça serait une demi-période. Demi-période, donc pi, d'après ça, sur oméga 0, racine de 1 moins xi au carré. Donc, le premier dépassement, et il dépasse la valeur finale qui est k multiplié fois 1 par, donc si on calcule ce dépassement-là en termes de pourcentage, il va dépasser la valeur de k par l'exponentielle de moins xi oméga 0 fois T1 qui est pi sur oméga 0 fois la racine de 1 moins xi au carré. On va simplifier par oméga 0, ça va nous laisser la valeur du premier dépassement en termes de pourcentage. Donc, si on détermine cette valeur-là, on la divise sur K, ça va nous donner combien égal à cette valeur-là. Et on peut utiliser, donc, puisque cette exponentielle-là, il ne contient que xi, donc on peut utiliser le log pour déterminer la valeur de xi. Peu importe. Donc, il y a d'autres ABAC pour lesquels on va parler tout de suite et qui nous donnent des valeurs reliées entre xi, le temps de réponse réduit, qui est temps de réponse à 5% multiplié fois oméga 0, le dépassement, le premier dépassement ou le deuxième dépassement ou le énième dépassement. Donc, il y a des ABAC qui vont donner ces valeurs. Ces ABAC-là, ils sont représentés, le document que vous avez. Donc, il y a une relation qu'on peut tracer entre les dépassements et le facteur d'amortissement. Donc, si on connaît le dépassement, on détermine la valeur de coefficient d'amortissement à partir du, du nombre de le numéro de dépassement. Donc, par exemple, le premier dépassement, on connaît la valeur du premier dépassement. Donc, on peut directement déterminer la valeur de xi. Si on connaît la valeur par exemple, du dixième dépassement, ça va nous donner la valeur de xi égale à combien? Ainsi de suite, on peut faire les choses à l'inverse. Si on connaît la valeur de xi, ça va permettre de déterminer par exemple, ici, le huitième dépassement, le sixième, le cinquième, le quatrième. D'accord? Les valeurs, elles sont corrélées à un certain coefficient donné. De même, on a une deuxième ABAC. Donc, ces deux ABAC-là, ils sont souvent utilisés dans le concours. La deuxième ABAC, il nous donne le temps de réponse réduit, qui est temps de réponse à 5% multiplié par oméga 0, la pulsation de système. Donc, on a une relation entre le temps de réponse réduit, TR à 5%, multiplié par oméga 0, et le coefficient d'amortissement, xi. Donc, si on connaît le temps de réponse à 5%, on peut déterminer xi. Et l'inverse aussi, il est vrai. Si on connaît xi, donc xi est égal à 0,3 par exemple, on peut déterminer à partir de ça le temps de réponse réduit du système. Le temps de réponse, on peut le déterminer à partir de la courbe en utilisant quoi? Pour déterminer le temps de réponse, il suffit de tracer la valeur maximale de k multiplié fois 1,05
et une droite qui représente K multiplié fois 0,95. Le temps de réponse, ça va être le dernier temps pour lequel la courbe il s'intègre complètement à l'intérieur de ces deux droites. Ça va être cet instant-là. Ça va être le temps de réponse à 5%. Donc la courbe, il devient complètement à l'intérieur. Il ne se déborde plus de ces deux courbes-là. Donc ça va être le temps de réponse à 5%. Si on détermine ce temps de réponse multiplié fois oméga, on peut déterminer à partir de la BAC le coefficient d'amortissement xi. Donc voici une courbe qui représente les différents changements du à xi. Donc xi, lorsqu'il est grand, supérieur à 1, vous avez un système proche du premier ordre. Lorsque xi est inférieur à 1, vous avez un système oscillatoire. Donc, si on trace ce qu'on appelle donc, les pentes, plutôt les droites qui représentent le temps de réponse à 5%, on peut constater à partir de ça que le système qui représente xi est égal à 0,7, donc il affleure juste ces deux droites-là sont dépassées. Donc, le temps de réponse, on peut utiliser ce point qui précède. Donc, il ne dépasse pas la valeur limite. Donc, le temps de réponse, ça va être le temps de réponse le plus faible pour ce système. Donc, le plus rapide, on peut dire que le système le plus rapide, c'est pour lequel xi est égal à 0,7. Si on prend xi est égal à 0,4, par exemple, donc celui-ci n'est pas le temps de réponse, ça va être, le temps de réponse, ça va être celui-ci. Par contre, pour le 0,7, ça va être celui-ci. Si on augmente davantage, par exemple, xi est égal à 0,2, le temps de réponse, ça va être cette valeur-là. D'accord? Le système, il est assez long. Si on prend des valeurs pour xi supérieur, égal ou supérieur à 1, par exemple, égal à 1, ça va être cette valeur-là. Supérieur à 1, c'est là ou c'est là qui n'est pas encore affiché dans le graphe. Donc, le système le plus rapide, c'est pour xi est égal à 0,7. C'est bon? Donc, on retient que pour un système de deuxième ordre, on a toujours la tangente à l'origine, elle est horizontale, S' est égal à 0, et la valeur finale, elle va tendre vers K multiplié par fois E0 lorsque on a une entrée supérieure ou différente de 1 qui vaut E0. Et quoi d'autre? La valeur à l'origine, S0 est égale à 0. C'est bon? On peut refaire la même chose pour une réponse impulsionnelle. Donc, E de P, ça va être égal à 1. Et on fait la même décomposition. On va trouver à la fin les trois. Donc, K, un système qui est amorti, qui est la somme, qui est le produit, donc, ou la somme des exponentielles. Lorsque xi il est inférieur à 1, c'est un système sinusoïdal, pardon. Et lorsque xi est égal à 1, il est semblable à un système de lorsque mon axe est supérieur à 1, il va être amorti. C'est une exponentielle. D'accord? Donc, si on a un système de deuxième ordre avec xi supérieur à 1, lorsque xi il est supérieur à 1, pour déterminer les constantes du temps, donc lorsque xi il est supérieur à 1, on a dit que le système il peut être décomposable sous cette. Lorsque xi il est supérieur à 1, on a dit que le système il peut être écrit sous cette forme-là. Ou celle-là, si on utilise P1 est égal à moins 1 sur taux ou P2 est égal à moins 1 sur taux 2. Donc, c'est semblable à un système du premier ordre. On doit déterminer ces constantes de temps-là, T1 et T2. Taux 1 et taux 2. Pour déterminer taux 1 et taux 2, qu'est-ce qu'on utilise? On rapproche ce signal-là à un système de premier ordre avec un retard. Donc, ça va être rapprocher un système de premier ordre avec un retard.
on va considérer ça comme étant un retard. Donc, ça va être, cette distance-là, ça va être temps 1, c'est le retard de système. Et la suite de la courbe, on va déterminer sa constante du temps et dire que c'est temps 2. Donc, pour déterminer sa constante du temps, on trace la pente au point d'inflexion, l'intersection avec le gain, ça va nous donner la constante du temps. Ça va être taux 1 plus taux 2. La constante de temps, c'est celle-là, plus le retard qui est taux 1. D'accord? Donc, à partir de ça, on va déterminer taux 1 et taux 2 et on peut écrire notre fonction de transfert. Donc, c'est la façon pour déterminer l'inverse. Donc, lorsqu'on a la courbe qui représente un système de deuxième ordre, on peut déterminer à partir de ça la fonction du transfert. K, on va la déterminer à partir de la limite à l'infini lorsque le système est en régime permanent.